Madame, Monsieur, bonsoir. 5 jours après la catastrophe d'Al Haouz, l'heure est au bilan. Les pertes humaines se chiffrent à 3000 morts et plus de 5000 blessés, dont la moitié dans un état grave. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans toit sur leur tête. En attendant la reconstruction, les opérations d'hébergement s'organisent. L'entraide déjà s'est mise en place immédiatement après le drame. Ceux qui ont trouvé refuge chez certains membres de leur famille, d'autres dès le lendemain, sous les tentes qui ont pu être dressées. Des bénévoles proposant gracieusement des appartements, notamment à Marrakech. Ensuite, et sur proposition des professionnels du tourisme, suite aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, des hôtels seront mis à disposition des rescapés. Des unités hôtelières fermées à cause de la Covid-19 qui rouvrent pour la plus noble des causes, héberger celles et ceux qui ont tout perdu. Et en parlant de tourisme, l'onde de choc du séisme risque d'atteindre ce secteur qui contribue à hauteur de 7% dans notre économie. Alors concrètement, quelles sont les actions qui ont été entreprises par les autorités compétentes pour rassurer le touriste étranger de venir ou de revenir à Marrakech ou à Taroudant? Les dégâts matériels sont sérieux et il faudra du sérieux pour reconstruire en bonne et due forme un patrimoine architectural vieux de plusieurs siècles. Le coût des dégâts du séisme est estimé à plus de 100 milliards de dirhams. Ce ne sont que des estimations approximatives et vraiment de premier abord. Pour la reconstruction, certains économistes l'évaluent à quelques 27 milliards de dirhams. Le patrimoine, qui lui n'a pas de prix, a subi plusieurs dommages, mais l'heure est à l'action et déjà des travaux de renforcement ont commencé, notamment sur les murs du musée de Dar el-Bacha à Marrakech. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le président de la Fondation nationale des musées, El Mehdi Qutbi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Pour représenter le secteur touristique, les professionnels du secteur touristique, la vice-présidente de la Confédération nationale du tourisme, Wissal Gherbaoui, bonsoir. Bonsoir, je suis secrétaire générale. Secrétaire générale, bientôt vice-présidente peut-être, ou présidente, que sais-je. Merci en tout cas d'avoir répondu une nouvelle fois à l'invitation de l'émission. Oui, toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, un plaisir et une joie renouvelée aussi d'accueillir l'architecte et urbaniste. En tout cas, il est avec nous ce soir avec cette casquette, il en a beaucoup de casquettes. Rachid Boufous, bonsoir. Bonsoir Khadija et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté de répondre à nos questions. Et bien évidemment, quand on parle de reconstruction, quand on parle d'urbanisme, quand on parle de patrimoine, vous en connaissez un chapitre, si ce n'est plusieurs. Je voudrais d'abord commencer par un tour de table, une pensée aux victimes. Je commencerai par vous, Wissal Gherbaoui. Oui, évidemment, nous sommes tous émus et encore extrêmement touchés, à l'instar de l'ensemble des Marocains au Maroc et au-delà. Par ce qui est arrivé dans la province de Al Haouz, et bien entendu nos pensées et notre soutien vont d'abord aux familles des victimes. Nos condoléances les plus sincères et les plus attristées à Sa Majesté le roi Leinstro pour ces pertes humaines. Nos vœux de rétablissement évidemment à ceux qui sont blessés et surtout notre souhait d'un prompt rétablissement pour toute cette région, qui est une région au cœur du développement économique de notre pays. Nous allons revenir justement au cœur du développement économique de cette région. Il est primordial aujourd'hui. C'est parmi les leçons, en tout cas, tirées malheureusement de cette malheureuse tragédie. Mehdi Qutbi. Je ne ferai que suivre ce qui a été dit, mais d'abord mes premières pensées vont à toutes ces familles qui ont perdu leur famille. Mes condoléances, bien évidemment, je leur présente mes condoléances, mais aussi aux familles qui sont blessées aujourd'hui, ou personnes qui sont blessées, à qui je souhaite un bon rétablissement. Mais je voudrais, si vous me le permettez, d'abord de dire ma fierté, aujourd'hui, d'être marocain, de voir cet élan. Et j'allais dire, ceux qui ont peu, même le peu, ils le partagent. C'est fabuleux, on n'a jamais vu ça nulle part. Et puis, je voudrais remercier, si vous me le permettez,
des forces armées royales qui ont fait un travail gigantesque. Qui le font encore sur le terrain. Oui, qui sont là présents, les gendarmes, la gendarmerie, la police, la protection civile, les pompiers et toutes les populations. C'est quelque chose d'admirable qu'on n'a jamais vu. Je suis à la fois dans cette tristesse, il y a aussi de l'espoir et beaucoup de bonheur de voir cet élan de solidarité exceptionnel. Vous qui connaissez bien cette région de Marrakech, Mehdi Khoudoui. Oui, c'est une région que, comme on ne peut pas aimer. On a des régions extraordinaires dans tout le Maroc, qui sont variées, qui sont belles, qui ont inspiré. Marrakech a inspiré tant d'artistes et tant de poètes. Donc, il est normal qu'on ait ému ce soir d'en parler. Rachid Boufous. Écoutez, moi je rejoins mes amis sur le plateau pour présenter mes sincères condoléances aux familles sinistrées, mais aussi au peuple marocain, à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. C'est un moment de peine, c'est un moment de douleur, et c'est un moment où nous devons faire preuve d'empathie et de solidarité. Aujourd'hui, plus qu'à aucune autre époque, aujourd'hui plus que demain, plus qu'hier, nous devons être unis, nous devons être solidaires face à cette terrible tragédie. Je dirais une fois encore, malheureusement, le Maroc est touché au plus profond de lui-même. On a vu à travers le temps des catastrophes similaires à 1960, à Agadir, 12 000 morts. En 2004, à Hossima, Tqamra, 600 morts. Aujourd'hui, le bilan, malheureusement, il est toujours provisoire, de 3 000 morts, mais c'est toujours 3 000 morts de trop, je dirais. Parce qu'encore une fois, c'est très, très difficile. Autant on connaît, on sait quand un séisme survient sur le moment, mais on ne sait pas le prévoir. La science ne sait pas le prévoir. C'est comme quand on est sur une route, on roule normalement, mais il peut survenir un accident, mais on ne sait jamais à quel moment cet accident va survenir et qui c'est qui va être accidenté, qui c'est qui va y laisser la vie. C'est, comme on dit en arabe, hada qadarullah. Nous devons l'accepter, c'est la volonté de Dieu. Et je voudrais aussi remercier chaleureusement l'ensemble des Marocains pour cet élan de solidarité extraordinaire qui démontre la force de notre civilisation marocaine. C'est cela au-delà de tout. C'est-à-dire on peut remplacer le bâti, on peut le reconstruire, mais une vie humaine est irremplaçable. Absolument. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, encore une fois, toute notre compassion aux familles qui ont perdu un ou plusieurs de leurs proches dans cette terrible tragédie. Vous avez parlé des dégâts, Rachid Boufous. Est-ce qu'on a une idée sur l'ampleur des dégâts sur beaucoup de villages? Déjà, on parle de plusieurs villages. Il n'y a pas le chiffre exact, mais on parle de beaucoup de villages. Oui, mais certains villages comptent quelques familles, une dizaine de familles, une dizaine de maisons. Oui. Nous sommes sur un territoire qui est sur 3 provinces. La province de l'Haouz, la province de Taroudant, la province de Ouarzazate. Quelque chose comme 500 000 habitants, on parle de... Mais ce sont des populations, surtout celles des montagnes, sont très dispersées. C'est des petits douars, des petits, ce qu'on appelle les tchora, c'est-à-dire 10 familles, 20 familles, 15 familles. Il n'y a pas une grande concentration. Peut-être quelque part dans notre malheur, c'est peut-être une bonne chose qu'il n'y ait pas eu beaucoup de gens concentrés en des lieux. Je parle des villes, par exemple. Si l'épicentre s'était déplacé ne serait-ce que de 20 km, peut-être que Marrakech aurait subi beaucoup plus de dégâts que ce que nous l'avons vu. Ce séisme a aussi été atténué par la nature géographique, justement, les montagnes, etc., au-delà des éboulements, enfin. Mais le fait que ça soit survenu ici, ça a été assez atténué. L'onde sismique est beaucoup plus importante quand on est en terrain plat. Heureusement, quelque part, que le séisme n'a pas touché des agglomérations urbaines où là, effectivement, comme à Agadir, où il y a eu 12 000 morts, le résultat aurait été beaucoup plus grave. Est-ce que bon, effectivement, parce que on parle ici c'est plus condensé en termes de population pour les agglomérations urbaines. Oui. Or, les agglomérations urbaines, quand même, ont des bâtisses qui respectent ces fameuses normes parasismiques. Non, pas toutes. Pas toutes, parce que la réglementation parasismique au Maroc n'a démarré qu'en 2002.
avec le RPS 2000. Et elle est entrée en application donc déjà en 2004. Et la seule réglementation que nous avions, c'était celle qui concernait Agadir. Après le tremblement de 1960, nous avions reconstruit la ville entièrement. Nous l'avions déjà déplacée parce qu'elle se trouvait à Fonti, en contrebas d'Agadir Oufella, de la montagne d'Agadir Oufella. On l'a déplacée. Une grande partie de la ville qui existait à l'époque coloniale avait été complètement détruite. Il n'y avait qu'un seul cinéma qui avait résisté parce qu'il était construit en voûte. Et nous avions été très, très sévères en matière de contrôle jusqu'au jour d'aujourd'hui à Agadir. Mais dans les années 2000, on s'est dit qu'il y avait une recrudescence de secousses telluriques, pas très importante, mais quand même nous étions dans une zone sismique importante, parce que la science aussi en 40 ans avait beaucoup évolué, donc nous avions accès à beaucoup d'études internationales. Et ce qui fait que nous avons fait une première réglementation qui s'appelle le RPS 2000 en 2002, qui a segmenté le Maroc en 3 zones. Nous avons revu cette réglementation en 2011, en segmentant le Maroc cette fois-ci en 6 zones. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque zone a sa spécificité de sismicité. D'accord? Et nous donnons des coefficients avec lesquels travaillent les architectes et surtout les ingénieurs de béton armé pour dimensionner les constructions. Parce que ce qu'il faut savoir dans une construction, c'est la structure qui est importante. Est-ce que les maisons en pisé, c'était est-ce qu'elles ont, comme certains observateurs, voire experts autoproclamés, l'avancée, les maisons pisées ont fait qu'il y ait autant de victimes. Que si les maisons n'étaient pas construites telles qu'elles ont été construites depuis des siècles, eh bien, on aurait eu plus de survivants. Alors, ce que je relate juste ce que dit la loi, ce que dit le RPS 2000. Elle concerne tout type de construction au Maroc, à l'exception des bâtiments conçus selon les techniques traditionnelles et dont la structure utilise essentiellement la terre, la paille, le bois, le palmier, les réseaux ou les matériaux similaires, ainsi que les maisons dont la surface est inférieure ou égale à 50 mètres carrés. Donc, ce qui fait que la réglementation parasismique ne s'appliquait pas déjà de par la réglementation à ces bâtiments. Le plus important, bon, on a vu quand même des constructions en dur qui sont tombées. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir dans ce sinistre, les maisons qui se sont effondrées, y compris les maisons, pas toutes les maisons en terre se sont effondrées. Seules celles qui ont été alourdies d'ajouts sur la dalle parce qu'il neige beaucoup. Donc, et pour parer aux infiltrations, on avait tendance à augmenter la masse de terre apportée sur les dalles. Donc, on alourdissait au fait les dalles qui reposaient sur une structure très fragile, qui était faite en rondins de bois et même en terre cuite. Donc, ce qui fait que ça ne résistait pas. Et vous savez que le séisme est d'abord une onde. Donc, ça bouge dans tous les sens, ce qui fait que c'est tombé. Pour les dalles de béton armé que nous avons, ce sont des constructions modernes, oui, mais qui n'ont pas respecté la réglementation en vigueur, notamment un certain nombre de dispositifs pour conforter le squelette et la structure des bâtis. Ça veut dire que les gens n'ont pas eu recours aux parce qu'il n'y avait pas de contrôle? Non, n'ont pas eu recours aux professionnels déjà, parce que vous savez... Non, mais est-ce que le ministère, en fait, est-ce que la tutelle, est-ce que l'État n'est pas un peu responsable au moins des opérations de contrôle de toute finalement habitation sur ce territoire? Moi, dans pareille situation, je ne veux incriminer personne. Certainement pas, nous ne sommes pas là. Je pose des questions juste pour savoir est-ce que le contrôle est fait de manière régulière? Le contrôle est fait de manière régulière quand les gens sont soumis à des autorisations de construire en bonne et due forme. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, le Japon, qui est un pays très développé, à cheval sur les techniques parasismiques. Parce que justement, c'est un pays qui subit des séismes tout le temps, exactement. Lors du séisme de Kobe en 1995, sur une magnitude de 6,9, beaucoup moins que le Haouz, il y a eu quand même 6900 morts. Donc, dans un pays développé, au-delà des contrôles, au-delà des réglementations, le séisme, le problème du séisme, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument sauver les vies humaines. C'est-à-dire, avec la réglementation, qu'est-ce qu'on décide au fait dans la constructibilité? C'est que le bâtiment puisse résister un maximum de temps, le temps que les gens puissent justement être évacués. Mais partout dans le monde, nous voyons des effondrements lors de séismes. Et nous avons aussi, ce que vous avez vu à Marrakech, il y a eu des fissurations, etc. C'est ce qu'on appelle la tolérance sismique.
D'accord? Ce sont des équations, des choses comme ça. Que le séisme, quand on voit des fissurations, bon, on ausculte après le bâtiment pour voir est-ce qu'il va continuer à être C'est un habitable. architecte qui le fait ou il faut un bureau d'études? Juste pour les personnes qui nous regardent de Marrakech et qui ont des fissures chez elles, est-ce qu'elles doivent s'inquiéter? Est-ce qu'elles doivent faire appel à un professionnel? Si oui, lequel? Elles doivent faire appel à un laboratoire géotechnique et à un ingénieur génie civil pour venir ausculter. Il y a des appareils d'auscultation spéciaux pour les bâtiments fissurés. Il y a des techniques de contrôle des fissurations à travers le plâtre, etc. Donc, moi, je dis encore une fois, c'est que, juste pour une information, pour vos téléspectateurs, qui doivent savoir, c'est qu'au Maroc, au-delà de cette région, 80% de tout ce qui se construit au Maroc est fait grâce à l'autoconstruction. Ça veut dire que ce sont les gens qui construisent eux-mêmes. Ils font appel à des maçons, à des ma'allimines, etc. Non, mais il y a des architectes. Qui n'ont pas. Non, je vous dis 80% qui se construit, c'est de l'autoconstruction. Les gens font appel à un architecte souvent juste pour qu'il leur donne un plan et après se débrouillent avec leurs maçons, mais ne veulent pas payer souvent les honoraires d'architectes et d'ingénieurs pour faire un suivi. Justement, mais est-ce qu'ils ont les moyens de payer? Alors, parce que c'est 80%, on n'est pas en train de parler de construction haut de gamme non plus. Vous savez, il n'y a pas de haut de gamme dans la sécurité des gens. Nous sommes des professionnels aujourd'hui. Si vous ramassez les honoraires des architectes, des ingénieurs, des bureaux de contrôle et des laboratoires sur un chantier, ça ne dépasse pas 250 dirhams du mètre carré, ce n'est même pas le prix du carrelage. Justement, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais est-ce que c'est Rachid, pour les dégâts aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée? Est-ce que j'ai parlé tout à l'heure de reconstruction, on parle de 106 milliards de dirhams. Oui. Pour vous, c'est un chiffre qui est juste, approximativement? Non, je pense que moi, je ne vais pas spéculer sur les chiffres, c'est encore tôt. Nous allons faire certainement, si les autorités nous le demandent, nous sommes mobilisés au niveau de l'ordre des architectes, comme nous avons fait à Hussima en 2004. Oui. Il y a eu 200 confrères et consoeurs qui sont partis sur 3-4 mois, jusqu'à 6 mois, qui ont ausculté 3000 logements, d'accord, qui se sont effondrés ou qui ont eu des difficultés, enfin des fissurations. Et nous avons fait des rapports. Nous avons été aussi épaulés par des ONG étrangères, notamment les architectes de l'urgence, qui est une ONG française, et avec des collègues algériens et des collègues tunisiens qui ont aussi une grande expérience, parce qu'il y a beaucoup de séismes aussi en Algérie, qui ont endeuillé la ville d'Asnam en 81, si on s'en souvient. Donc, aujourd'hui, depuis samedi, le Conseil de l'ordre se réunit avec les conseils régionaux. Nous avons demandé solennellement à tous les confrères et consoeurs de s'inscrire volontairement sur des listes qui sont ouvertes au niveau des conseils régionaux pour aller, une fois que l'autorisation est donnée, une fois que les travaux de secours seront achevés, de monter, d'ausculter, de voir aussi avec les autorités de décider des sites futurs de reconstruction, parce que certainement nous allons en reparler. On va pas reconstruire partout. L'heure n'est pas pour la reconstruction, déjà maintenant dans les médias. Mais nous sommes mobilisés en tant qu'architectes, nous sommes mobilisés comme on l'a été en 2004 et comme on le sera demain aussi. Donc, Inch'Allah, enfin on ne souhaite pas demain, en tout cas on ne souhaite pas une autre catastrophe, Allah yahfad. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri de catastrophes. Il y a eu des dégâts aussi sur plusieurs monuments historiques, Mehdi Khotbi. On parle de la mosquée, on l'a vu, ces images effroyables de la mosquée de Koutoubia. Absolument. Qui littéralement bougeait. On peut les revoir ici, mais elle n'a pas été du tout touchée. La minaret de la Koutoubia. Très bien, c'est bien. Là, vous corrigez certaines rumeurs. Il n'y a pas eu. Un bémol, c'est Khotbi. J'ai vu sur une vidéo d'Express qu'il y avait des fissurations sur la façade nord. Je pense qu'il faut ausculter tous les monuments historiques de Marrakech, à commencer par le Koutoubia, parce que on se souvient que lors du séisme de 1755 de Lisbonne, il avait gravement fissuré la tour Hassan. Donc, elle n'a été reprise que dans les années 60 par Sa Majesté Hassan II. Je pense qu'il y a lieu d'ausculter aussi tous ces monuments. Très bien. Je voulais simplement, il faut faire très attention dans cette période un peu terrible et dramatique des fake news. Je pense réellement, d'après ce que j'ai pu voir, j'étais hier à Marrakech, la Koutoubia est là, et elle trône. Il n'y a pas eu, peut-être qu'il y a des fissures que je ne suis pas allé vérifier, mais je peux vous dire qu'elle tient, elle est là, majestueuse, et qu'il faut continuer probablement à consolider.
875 ans. 875 ans, tout à fait. Oui, et on a mis un an. On l'avait. Tilmel, 875, 827, la Koutoubia. Non, 875 ans. Et ce sont deux architectes de l'époque, enfin, c'était des constructeurs, Ali de Romara et Ahmed ibn Bassou, qui avaient construit sous l'égide d'Averroès, Ibn Roche, qui était directeur du projet. C'était le sultan al-Muhadi, Yaqub al-Mansur al-Muhadi, qui avait commandé la construction du minaret en 1195 pour fêter justement la bataille d'Alarcos qu'il avait gagnée en Espagne. D'ailleurs, c'est avec ça qu'il va construire aussi Hassan et la Giralda. Et ce sont ces deux architectes qui ont fait cet appareillage en pierre et qui l'ont laissé pendant un an sécher. Ils n'ont pas touché parce qu'ils ont construit la tour de 69 mètres. Ils ne connaissaient pas la nature des sols. Ils pensaient qu'elle allait s'effondrer. Mais c'est au bout d'un an qu'ils ont continué la construction au niveau des lanternons, au niveau des jamours. Ils ont utilisé la pierre de Guilise. Et l'intérieur, c'est de la terre qui est compactée. Et d'ailleurs, jusqu'en 1912... C'est ça les normes parasismiques de l'époque, ils ne connaissaient pas. Jusqu'en 1912, le Mu'addin, il montait à dos de mulet jusqu'en haut pour justement crier l'appel à la prière. C'est pour vous dire encore une fois que nos ancêtres savaient construire. Et c'est à partir d'ailleurs de là qu'on avait instauré la réception provisoire et la réception définitive qui vient un an après l'achèvement des travaux. C'est venu du Maroc, c'est venu de cette civilisation marocaine pour vous dire à quel point on sait construire. Donc... Voilà. Oui, c'est sûr. Et la mosquée de Tilmel, alors, Mehdi Khotbi? Écoutez, c'est ce que j'ai vu. Moi, je n'étais pas. Oui. J'ai vu que c'est un bien qui s'est totalement effondré. Alors, on a les images ici. Pour ceux, bon, je suis sûre que tout le monde connaît ce chef-d'œuvre de l'architecture, pareil, qui a été construite sous l'ère des Almohades. Je parle sous le contrôle de Serachid Boufous. Qu'est-ce qui en reste? Il n'en reste plus grand-chose. C'est ça. Pas grand-chose. C'est cela. C'est malheureux. Enfin... Mais elle était comme ça dans les années 80 et la fondation ONA avec l'UNESCO avait reconstruit à l'identique la mosquée. C'est l'image que vous avez montrée juste avant. Oui. Donc il y a 35 ans, nous avions fait une restauration magnifique. C'est ça. C'est celle-ci que nous sommes en train de voir. Grâce à la fondation ONA, grâce à l'intervention des experts de l'UNESCO, que nous avons pu d'ailleurs... Les experts de l'UNESCO qui sont venus au lendemain, c'est-à-dire qu'ils étaient là-bas le dimanche pour évaluer l'ampleur des dégâts. C'est l'un des monuments les plus renseignés au Maroc. Et pour un architecte, il faut avoir des références de construction pour pouvoir reconstruire. C'est l'un des monuments les plus référencés. Enfin, on a beaucoup de documentation sur ça. Et je pense qu'on va pouvoir la reconstruire même à l'identique. Et même encore plus belle qu'avant. Inch'Allah. Oui. Surtout avec les techniques traditionnelles. Parce qu'à l'époque aussi, avec la Fondation ONA, on l'avait reconstruite avec les techniques de construction de l'époque. Voilà. Très bien, vous faites bien de le préciser. Je voudrais simplement souligner que moi, je ne peux parler que des musées. Alors justement, les musées, voilà. Quelle est la nature des dégâts aujourd'hui? Vous avez déjà Alors d'abord, je voudrais vous dire que le samedi matin, nous avons envoyé une équipe de Rabat de la Fondation nationale des musées pour commencer à faire un diagnostic de ce qui se passait avec un bureau d'études spécialisé. Immédiatement, nous avons mis des échafaudages afin de consolider les murs pour qu'ils ne tombent pas. Ils risquaient de tomber notamment d'Al-Bachar. Bien évidemment, surtout à Dar Sis'id. C'est Dar Sis'id, le musée du tapis et le musée du tissage et du tapis qui a subi le plus de dommages. Donc on est obligé de le fermer et de fermer d'ailleurs tous les musées par le rapport qu'on a reçu du bureau d'études, c'était la fermeture totale des musées pour le moment. Mais celui qui a subi le plus de dommages, c'est le musée d'Ar Sis'id parce qu'il est en plein Médina. Oui. Dar el-Bacha, nous sommes arrivés à sauver au maximum en mettant des échafaudages qui soutiennent aujourd'hui les murs. Je pense que d'ici 2 mois, nous pourrons ouvrir le musée de Dar el-Bacha. Le seul musée qui a eu presque pas à part des fissures, c'est le musée du patrimoine immatériel de Jebel Fna. C'est le seul qui, aujourd'hui, on va pouvoir l'ouvrir dans les 15-20 jours. Et les pièces historiques qui se trouvaient à l'intérieur, est-ce qu'elles ont subi des dégâts, Monsieur Khotbi ? Alors, en ce qui
Parce que c'est le patrimoine aussi. Le patrimoine, ce ne sont pas que des bâtisses. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Nous avons quand même... On a 600 objets qui sont à Dar Sissaïd. Sur les 600, il y a 60 poteries qui se sont cassées et à peu près une dizaine probablement de céramiques qui appartiennent à la collection nationale, donc au pays, à tous les Marocains, et on a pu sauver le reste, qu'on a transporté ailleurs pour pouvoir le sécuriser. Dar al-Bacha, on a eu à peu près une dizaine de céramiques qui se sont cassées, puis je crois une sculpture qui était une donation de Madame Patty Birch. Et je voudrais vous dire, c'est pour ça que c'était pour moi émouvant de parler tout à l'heure de cette solidarité de Marocains, mais aussi nous avons reçu une solidarité immédiate et internationale. ALIF, qui est Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, se sont manifestés, son président, son secrétaire général, sa vice-présidente se sont manifestés immédiatement. Ils ont offert, dès vendredi, j'aurai une somme qui sera débloquée pour que les musées puissent reprendre vie et être consolidés. Parce qu'ils ont leur importance. Absolument. Quand même. J'ai aussi spontanément... Pour le tourisme, mais pas que. Vous savez, nous pensons d'abord à notre patrimoine. Et il est vrai aussi qu'une ville comme Marrakech, où vous avez plusieurs familles qui vivent du tourisme, nous devons, c'est un devoir de rester debout et de pouvoir continuer à marcher afin que ces musées puissent reprendre vie et puissent s'ouvrir et ouvrir leur patrimoine à la fois aux touristes mais aussi aux Marocains. Alors, Wissal Gharbaoui, on ne va pas parler des dégâts parce que, alhamdoulilah, les hôtels de Marrakech n'ont pas subi de réels dégâts. Vous confirmez bien évidemment cette information. Après consultation avec les professionnels, les hôteliers, je voudrais juste revenir avec vous, parce que là déjà la moitié du temps de l'émission est déjà écoulé. Je voudrais revenir avec vous sur cette réunion qui a été tenue hier avec Madame la ministre du Tourisme, Fatem Zahra Amour. Donc on voit ici la photo, donc là, Madame la ministre qu'on voit en rouge, à ses côtés, bien sûr, le directeur de l'ONMT, le directeur de la SMIT, et puis tous les professionnels représentés, les hôteliers, les agences de voyage. Wissal Gharbaoui, on ne va pas parler de dégâts sur les hôtels, on va parler des dégâts sur les annulations. Combien d'annulations à ce jour? Une idée sur ce nombre? Alors, avant de parler très rapidement, non, il n'y a pas d'annulation massive. Comme ça, la question est évacuée. Je donnerai un petit peu plus de détails. Les établissements hôteliers de Marrakech n'ont pas subi de dégâts importants. Ils ont subi certains de légères fissures, à l'instar de toutes les constructions modernes, comme ce que disait Zderachid tout à l'heure, parce que c'est des constructions qui sont faites sur la base d'un cahier des charges extrêmement strict. Je rappelle que ce sont des bâtiments accueillants publics, donc c'est des bâtiments qui sont capables évidemment de résister à des choses comme ça. Et puis, alhamdoulilah, parce que nous avons des clients, mais nous avons aussi des collaborateurs et des vies humaines qui travaillent 24 heures sur 24 dans ces établissements. Donc aujourd'hui, l'ensemble des hôtels est opérationnel au niveau de Marrakech. Le nécessaire a été fait parce que tous les professionnels sont parfaitement conscients de leur responsabilité quant à la viabilité et la nécessité d'accueillir les visiteurs dans des conditions de salubrité et de sécurité élevées. Et donc, ils se sont tout de suite... Nous, on s'est réunis très très vite, le samedi déjà, déjà dans la nuit de vendredi et puis dans la matinée très tôt de samedi. Beaucoup de groupements en call et en meeting rapide se sont faits pour pallier à l'urgence. Parce que dans cette situation, évidemment, nous avons 3 temporalités. Nous avons la temporalité de l'urgence, c'est celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et du secourisme. Nous avons la temporalité qui va venir tout de suite après, c'est celle de la réintégration. Et nous aurons enfin la temporalité de la reconstruction. Quand ? Cette temporalité, je l'espère le plus tôt possible, mais en écoutant ce que dit Mehdi Qutbi et Zderachid, il y a un temps incompressible pour pouvoir remettre un certain nombre d'installations en marche. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'activité touristique, on le sait, 80% de l'économie de cette région est touristique. Clairement. Les gens qui ont été victimes du séisme de l'Haouz, ce sont des gens qui travaillent dans l'industrie du tourisme, soit dans les grands pôles urbains touristiques de proximité, soit
dans les montagnes, parce que n'oublions pas que le Maroc a développé une véritable stratégie de tourisme de nature et de découverte, de tourisme sportif. Finalement, c'est ce qu'ils viennent chercher, ces touristes-là. Ce sont ces maisons construites en pisé et que on retrouve malheureusement certaines. C'est pour ça que nous travaillons. Certains confrères sous d'autres cieux qui pointent du doigt ce genre de construction alors qu'ils en sont fans finalement. Oui. Petite parenthèse. Petite parenthèse que je ferme. Pas. Que je ferme, vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas dans l'obligation de commenter. Alors, nous, évidemment, cette zone-là qui a été touchée, elle est, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette population ne soit pas doublement pénalisée, c'est-à-dire pénalisée dans sa chair et dans son bien, mais aussi pénalisée dans son économie. Notre responsabilité collective, c'est de faire très vite tout ce qui doit être fait pour faire redémarrer la dynamique économique le plus rapidement possible. C'est ce qui a été décidé hier dans la réunion ? Oui, madame, c'est ce qui a été décidé. Nous sommes totalement alignés derrière les hautes orientations de Sa Majesté Leinstro parce que c'est vital pour cette population, pour toute cette région, pour le PIB national évidemment, mais il y a aussi des choses qui sont très factuelles. Observons 2 ou 3 détails importants. Au moment du séisme, d'abord les professionnels se sont mobilisés très rapidement parce que, évidemment, entraînés à avoir des plans d'évacuation et une gestion technique et tactique très rapide de la situation pour rassurer l'ensemble des occupants et des clients qui étaient dans les établissements, mais aussi les collaborateurs qui étaient de service au moment des faits. Et ensuite, les professionnels se sont rapprochés des autorités pour organiser, pour ceux qui le souhaitaient, les retours dans les pays d'origine, dans la plus grande sérénité et dans le calme. Deuxième élément, l'aéroport de Marrakech n'a pas été pris d'assaut, ni l'aéroport d'Agadir d'ailleurs. L'activité dans ces aéroports est restée parfaitement stable. Des touristes ont préféré rester. Et puis des touristes ont préféré rester parce que, et c'est ça la grande particularité, et je suis d'accord avec Simédi Kotbi, l'immense fierté qui est la nôtre d'être marocain, non sellement nous sommes solidaires, mais notre solidarité est contagieuse. Parce que les étrangers qui étaient dans les établissements, devant la détresse, la peur et l'inquiétude qui s'exprimaient sur ces visages des hommes et des femmes qui travaillent dans le tourisme si accueillants, si généreux, si disponibles, eh ben, ils sont restés. Alors justement, vous avez parlé de secourisme, Wissal El-Gherbaoui, vous avez parlé d'action en 3 temps pour les professionnels, si j'ai bien compris. Dans le premier temps, c'est l'immédiat. L'immédiat, c'est d'abord de rassurer les touristes. Oui. C'est aussi, et cela a été confirmé dans cette réunion hier avec la tutelle, de cette proposition qui émane des professionnels, d'accueillir au sein des hôtels qui ont été fermés à cause de la Covid-19, qui vont être bien sûr réhabilités afin d'accueillir dans les normes, oui, nous avons fait, tout à fait. Dans les normes sanitaires, bien naturellement, parce que ces hôtels sont fermés depuis 2 ans maintenant. C'est les gens, les rescapés, et les gens qui n'ont plus de toit. Voilà. Alors, nous avons fait cette proposition assez rapidement, parce qu'on en a parlé pendant le week-end pour des modalités pratiques, parce que pour remettre en marche un établissement d'hébergement touristique, quelle que soit sa taille, c'est quand même une petite usine qui se remet en marche. Alors, évidemment, il y a 2 catégories. Je ne vais pas revenir sur les détails parce qu'il y a une catégorie d'établissements qui ont été fermés depuis bien longtemps pour moult raisons et qu'on perdra beaucoup de temps et de moyens pour une remise en route. Donc, on ne sera pas efficace et du coup, on privilégiera. On est en train de faire le recensement des capacités d'accueil qui peuvent être rapidement opérationnalisables. C'est quoi rapidement, Wissal El-Gherbaoui? C'est dans les jours qui viennent. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Parce que là, l'hiver arrive. Oui, non, mais là, je vous parle de rapidement, c'est-à-dire avant la fin de cette semaine, pour répertorier déjà les capacités d'accueil opérationnalisables tout de suite. Tous les opérateurs du tourisme se sont mis en ordre de marche pour mettre à la disposition des autorités compétentes la main-d'œuvre, les équipes, les équipements, etc., pour un redémarrage de ces unités, pour pouvoir accompagner cet élan et cet effort national, pour pouvoir mettre cette population dans des endroits, dans des lieux d'accueil qui correspondent évidemment aux contraintes du moment, notamment des contraintes climatiques qui risquent d'arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ensuite, nous avons la responsabilité également de travailler avec nos partenaires à l'international. Et ça, c'est le deuxième point auquel sur lequel je vais m'arrêter un peu. Je parlais tout à l'heure des aéroports et des retours des voyageurs. Un indicateur extrêmement important auquel il faut qu'on soit très attentif, c'est que la quasi-totalité des opérateurs aériens n'ont pas annulé les liaisons de et vers le Maroc. Et vers Marrakech et Agadir. Et ça, c'est un indicateur extrêmement fort sur la confiance
qu'ont les marchés et les grands opérateurs en nous. Donc non, mais est-ce que, alors, vous faites bien de le soulever. Moi, j'ai eu des doléances d'agences de voyage qui se disent se retrouver un peu seules à gérer l'alarmisme de leurs clients, qui commencent déjà à annuler. Vous y répondez quoi? Est-ce qu'il y a eu des actions en parallèle, bien évidemment, de ces réunions, des actions entreprises par les autorités compétentes pour rassurer ses clients? Parce que on en a parlé sur ce même plateau avec vous, Wissal Ghrabaoui, et en Skype pendant la Covid-19. Exact. Et il y a cet élément central, c'est la confiance. Alors, on a regagné la confiance du touriste étranger qui est revenu vers le Maroc. Et alhamdoulilah, grâce à la Coupe du Monde, ça n'a fait que renforcer cette confiance en la destination. Eh bien, est-ce que maintenant, elle ne risque pas de s'effriter si les choses ne sont pas rattrapées à temps? Alors déjà, nous sommes en train de donner encore une image extrêmement crédible et fiable dans la gestion de ce séisme, parce qu'on regarde comment tout s'est mis en ordre de marche, toutes les forces de l'ordre, toutes les forces vives de cette nation, sous la conduite de Sa Majesté Allah Yahfadou, ont déployé des dispositifs extrêmement lourds et importants pour rapidement cerner cette situation, apporter des solutions. Donc ça, j'ai envie de dire, on n'a plus rien à prouver là-dessus. On n'a plus rien à prouver. Ensuite, non, tout dépend du niveau de difficulté et je pense surtout qu'on a de leçons à recevoir de personne sur ce point-là. Je pense que le Maroc a des hommes et des femmes extrêmement compétents, extrêmement engagés. Une société civile qui a démontré et redémontré, si besoin l'était, son entière solidarité et son entière solidité. Et ça, encore, on a Est-ce qu'on l'a exposé justement à ce touriste étranger? Oui, bien sûr, parce que le touriste étranger, aujourd'hui, je viens de vous le dire, il s'est inscrit dans cet élan, parce qu'il veut rester et participer à cet élan. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui veulent venir et qui ont des doutes. Oui, non. Il y a eu beaucoup de misinformations, c'est important de le prononcé signaler. en anglais. Il y a eu beaucoup de mésinformations. On va dire d'informations qui a été un peu trop manipulée. Pour être alors déjà, nous, en tant qu'opérateurs, on n'est pas responsable des fausses informations qui circulent et des gens qui veulent y croire. Chacun prend ses responsabilités. Ensuite, nous croyons, nous, aux communications officielles qui viennent de sources fiables et de sources sérieuses. Alors, l'Office national marocain du tourisme a très rapidement déployé tout un dispositif de communication très efficace dans toutes les langues avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on accueille nos clients, auprès de ses partenaires à l'international. Nous avons également tous les opérateurs marocains qui ont des partenaires... Parce qu'il faut sauver l'image de Marrakech, parce que là on parle du séisme. Le séisme n'est pas le séisme de Marrakech, le séisme d'Al Haouz. C'est une question d'image avant tout, Wissal Ghrabaoui. Et c'est pour ça que les opérateurs aujourd'hui se sont très vite mobilisés auprès de leurs partenaires à l'international et dans tous les pays pour expliquer tout ce que je viens de vous dire. D'abord que Marrakech a repris un rythme normal assez rapidement après ce drame, qu'aujourd'hui nous sommes engagés dans un élan de solidarité et de mobilité et que le meilleur moyen d'aider aujourd'hui les Marocains, c'est de venir rendre visite aux Marocains, c'est de venir soutenir le tourisme et l'industrie touristique marocaine et de soutenir ces familles en leur garantissant de maintenir leur travail. Je pense que c'est une campagne à faire dans ce sens, c'est-à-dire vous voulez vraiment sauver le Maroc au lieu de... Il y a des hashtags qui sont en train de circuler. Vraiment, mais je vais vous dire une chose. Voilà, c'est de venir et de revenir. On a observé des indicateurs extrêmement importants. C'est des indicateurs qui renseignent très vite sur la fiabilité ou pas d'une démarche. Le week-end qui a suivi le séisme, la situation est restée quasi stable. Ce qui a été annulé, je n'ai pas envie de chiffrer, mais les opérations qui ont été annulées, d'abord on est au mois de septembre, ce n'est pas encore le rush important. La grosse saison, elle va démarrer là, à l'occasion des vacances de la Toussaint, vers la 3e semaine, la 4e semaine du mois d'octobre et puis novembre. Puis nous avons de très gros événements, Inch'Allah, qui vont être accueillis de manière notamment brillante. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Inch'Allah, que nous allons réussir brillamment et nous allons faire briller très haut le drapeau de notre nation, parce que c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on a toujours fait. Les gens de Marrakech ont l'habitude, ils vont le faire et ils vont très bien le faire. Et ça, c'est un indicateur important parce que la confiance dont on parle depuis tout à l'heure, on n'a pas besoin maintenant de la recréer. Elle a été déjà consolidée. Ça fait plusieurs... À toute chose, malheur est bon. On a vécu des épisodes extrêmement durs et douloureux et ça nous a donné l'occasion de
consolider de manière extrêmement forte notre confiance avec nos partenaires et sur les marchés, mais aussi une affection quasi indéfectible de tous les peuples du monde envers le Maroc. Vous avez vu un peu tout ce qui circule sur la toile et tous les soutiens de la planète entière. Les soutiens, ils sont vraiment J'ai vu des équipes de volontaires venus de Malaisie, c'est-à-dire ils sont venus du bout du monde, de Malaisie, ils sont sur place dans les montagnes en train d'aider, des équipes qui viennent du monde entier, des jeunes, des étudiants, des gens qui ont et qui n'ont pas les moyens. On a vu le monsieur sur sa bicyclette partager qui son ont la sac bonne de farine. intention. Je pense que c'est une question d'intention, c'est très important. Vous avez parlé justement de la compétence marocaine. C'est ce que je retiens de cette dernière partie de votre intervention. Rachid Boufous, est-ce qu'on a la compétence marocaine, l'ingénierie locale pour reconstruire en bonne et due forme sans, parce que c'est là où vraiment ça peut poser problème, sans d'abord déloger ces personnes de ces terres, parce qu'ils y tiennent à ces terres, sinon ils auraient déménagé depuis longtemps, s'ils aiment leur montagne. Et garder cette beauté des constructions à flanc de montagne, finalement. Pour la première partie de votre question, effectivement, nous avons toutes les compétences au Maroc. Nos architectes, nos ingénieurs, nos laboratoires, nos bureaux de contrôle sont parmi les meilleurs. On a même, aujourd'hui, on exporte même ce savoir-faire. Pas simplement en Afrique. Où nous avons des ingénieurs aujourd'hui qui travaillent pour des chaînes hôtelières aux États-Unis, en Floride, en Europe. Donc, en matière de compétences, on n'a pas de souci. Maintenant, le deuxième volet de votre question, par rapport effectivement à la reconstruction... On va pas faire appel à des bureaux d'études internationaux. On n'en a pas besoin de cette ingénierie étrangère. On ne va pas inventer la roue. Nous marchons, nous travaillons avec des réglementations, notamment, principalement européennes, d'accord, qui sont très strictes par rapport à cela, même dans le domaine hôtelier, dans les centres commerciaux, etc. Parce que quand on construit un bâtiment, par exemple, recevant du public, avant de pouvoir l'ouvrir, on doit souscrire une assurance. Et cette assurance, elle vient d'un bureau de contrôle qui a contrôlé le travail de l'architecte et de l'ingénieur en amont, et il fait une attestation, et cette attestation est envoyée souvent en Europe pour contre-vérification. Donc, il y a plusieurs volets et plusieurs niveaux de contrôle au Maroc. Nous sommes assez vigilants par rapport à tous ces aspects. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le problème, c'est le reste. C'est les 80% dont je vous parlais tout à l'heure de la construction qui se fait de manière traditionnelle, qui se fait en autoconstruction. Pour le deuxième volet de votre question par rapport au futur de ces populations, effectivement, on aimerait bien les garder ici. On aimerait bien garder ce type de construction, etc. On est face à des choix douloureux. Il y a un dilemme. Donc, un dilemme. On est, nous, architectes et les ingénieurs, devant un véritable défi de l'ingéniosité, certainement, pour au moins sauvegarder l'architecture et consolider la structure, mais au moins avoir un aspect extérieur qui puisse arriver à ressembler le maximum à cette chose-là. Nous savons construire en terre. Il y a aujourd'hui des techniques de terre. En Europe, aujourd'hui, on construit même en terre des immeubles de R+4. Donc, on peut le faire. Il ne faut pas incriminer la terre. La terre, c'est pas ça. Non, mais c'est la durabilité aussi. Parce qu'en construisant de ces terres, on consomme moins d'énergie pour chauffer, pour rafraîchir, etc. C'est technique moderne. Pourquoi les gens fuient ce genre de douar, les qsor et qasba, et vont construire les monoblocs, ce qu'on appelle la maison marocaine, moche d'ailleurs, avec des trous, parce qu'ils veulent chercher le confort moderne, l'eau courante, l'électricité, l'assainissement. Dans ces douars, vous n'avez pas ça. Donc vous avez effectivement un simple câble d'électricité, mais vous n'avez pas de poste transformateur, vous n'avez pas, même la rue n'est pas faite correctement. C'est un total égo, vous n'avez pas de réseau d'assainissement. Donc si on parle selon les critères de la modernité, si on veut reconstruire, on sera obligé de regrouper d'abord les populations dans des villages à cet effet. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de garder les gens dans des douars dispersés parce que le problème de l'accessibilité est important. Donc si on veut pas construire des routes pour chacune de ces agglomérations de cette Chora. C'est-à-dire que pour chaque 10 familles, pour construire une route de 20 km, rappelons que d'ailleurs, toutes les routes menant vers cette annonce a été faite aujourd'hui, toutes les routes ont été débloquées.
Oui, les différents gouvernements, l'État marocain a fait plusieurs programmes ambitieux de routes rurales. Ce qu'on appelle le programme du PNRR. D'accord? Chaque année, on est arrivé jusqu'à faire 10 000 kilomètres par an. Mais il y a certains douars encore excentrés où on ne peut même pas arriver à dos de mulet. Donc, vous imaginez la difficulté. Ils vivent. Alors, justement, comment ils vivent? C'est ça la question. C'est la problématique que nous devons poser dans ce Maroc, où nous avons un contraste entre les villes et le monde rural. Vous savez, le monde rural, où nous avons 1503 communes au Maroc. Il y a 1282 communes rurales, c'est-à-dire 85% des communes au Maroc sont rurales. Oui. Elles abritent 14 millions d'habitants. Et pourtant, ce monde rural, qui n'est pas simplement confiné dans les montagnes de l'Atlas, mais il est partout. Dès qu'on sort de l'autoroute, dès qu'on sort des routes un peu bitumées, vous avez le rural. C'est ce rural qui nous nourrit. C'est 90% du lait, c'est 64% D'où des les appels céréales. répétés de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour justement... Alors, c'est un impératif qui a été rappelé à moult reprises par le souverain aux différents gouvernements, pas que celui-ci. Il faut aujourd'hui avoir une vraie politique pour ce monde rural. Ce n'est pas le sujet de notre émission, mais il s'impose par lui-même. Stabiliser, oui. je pense, la population, parce qu'il y a un point essentiel qu'on oublie souvent et qu'on n'a pas souligné, c'est de voir, par exemple, moi j'ai peur d'un autre tremblement encore beaucoup plus important, que cette population qui n'aura ni où se loger, ni se nourrir et de venir grossir les villes, les agglomérations. Donc il faut faire extrêmement... ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas simplement des maisons ou des unités d'habitation. Ce sont des unités économiques. Les gens qui vivent là-bas, ils vivent avec leur bétail, ils font de l'économie vivrière, ils font de l'artisanat. Donc ce sont des unités économiques qu'il va falloir reconstruire. Parce que donner un toit, oui, d'accord, parfait, on va le faire. On l'a fait à Hussima, etc. Mais après, dans 6 mois, dans 1 an, quand tous les secouristes seront redescendus, quand toutes les ONG seront parties, ces gens-là, qu'est-ce qu'on va leur offrir après comme avenir économique? C'est pour ça que moi je dis que, et je le dis depuis très longtemps, c'est que le problème du monde rural, et pourquoi on a de grosses difficultés justement pour pouvoir lui faire arriver les soins, les aides, etc. Parce qu'il est fortement dispersé. Depuis les années 60, nous avons lancé au Maroc plusieurs programmes de villages typiques, enfin expérimentaux, mais nous ne les avons pas réussis. Ils sont restés dans le stade de l'expérimentation. Nous en avons construit quelques-uns, notamment à Khmisset, parce que pendant les années 60, il y avait un réel engagement de l'État. À partir de 1965, avec la réforme agraire, on a distribué les terres aux gens, on leur donnait 5 hectares, on les faisait habiter sur des terres. Le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a jamais interdit à ces gens, une fois décédé le chef de famille, eh ben, il y a eu ce qu'on appelle la scission de ce bien. C'est-à-dire qu'il fallait donner aux ayants droit des parts de ces terrains, qui sont des terrains agricoles, et ces enfants ont habité dans ces choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde rural est mité par des logements sur des terrains nourriciers qui fournissent la majorité de ce que nous mangeons. Mais est-ce que c'est réalisable de reloger tout ce monde-là et comme vous dites, c'est-à-dire de créer des espèces d'agrégations, même si le projet d'agrégation n'a pas réellement réussi pour l'agriculture pour tout le monde en tout cas, mais c'est-à-dire d'avoir des agglomérations beaucoup plus importantes que des populations de 10, 15 familles dispersées un peu en montagne. Il faut tout d'abord interdire le morcellement, la qisma, que les juges aujourd'hui ont beaucoup plus de facilité à donner aux gens qui sont dans le monde agricole pour la subdivision des lots sur les ayants droit. Il faut que les terres soient inaliénables, qu'elles puissent être regroupées en coopératives. C'est dans un système coopératif qu'on peut avoir une force, justement, dans ces régions qu'on peut aider. On ne peut pas aider des milliers de familles dispersées. Par contre, en les regroupant, et surtout, que la conservation foncière continue son programme qu'elle avait fait il y a quelques années de titrisation des parcelles, de donner des certificats de propriété aux gens gratuitement, parce que ces démarches administratives dont on parle, elles ont des coûts. Donc c'est là où l'État aujourd'hui, pourquoi les gens ne quittent pas ces coins? Parce que
ils veulent préserver leur terre. Si elle liquide, quelqu'un d'autre va venir la prendre. Dans les tribunaux du Gharb, dans les tribunaux en zone rurale, les 80% des affaires sont des affaires foncières. C'est-à-dire, il y a toujours, on se dispute la propriété foncière. Donc, toute stratégie étatique devra être globale, pas simplement de dire on va faire un plan d'aménagement des zones rurales. Ça ne veut rien dire pour ces gens. Maintenant, l'heure est vraiment à la gestion de l'urgent et de l'immédiat. Un dernier mot, Mehdi Qutbi. Justement, dans l'immédiat et de l'après. Non, je pense. Vous avez parlé d'espoir tout à l'heure. Je vous avais parlé dans les médias, c'était qu'on se préoccupe d'abord de construire, d'aider et d'être solidaire des gens qui souffrent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, le Maroc a été cité en exemple parce que sous la conduite de Sa Majesté le Roi, la gestion des crises était exceptionnelle. Quand on voit comment le Covid a été géré, comment cette période difficile est gérée, écoutez, je ne suis qu'en admiration devant le souverain et devant notre roi qui fait un travail extraordinaire. Et qui a donné de son sang hier. Ah oui, mais c'est très important de le rappeler. Non, et puis qui a donné de son sang au CHU à Marrakech. Non, puis aussi d'aller compatir avec bras, les malades, avec les blessés, c'est extraordinaire et pour nous tous, c'est une fierté. Absolument, absolument, c'est une fierté. Wissal Gharbaoui, un dernier mot pour conclure. Alors moi j'ai envie de dire que voilà, aujourd'hui l'heure est à la mobilisation générale. Pour nous, dans l'industrie du tourisme, on a deux volets. Il faut qu'on gère cette situation ultra rapide pour qu'elle rende la dignité aux Marocains et leur sécurité et leur stabilité, même temporaire, en attendant la reconstruction selon les critères dont parlait Rachid et certainement d'autres. Ensuite, nous avons demandé hier d'ailleurs à la tutelle de coordonner assez rapidement avec le ministère de la Culture pour faire un recensement sur ce qui est visitable, ce qui n'est pas visitable, etc. Une bonne partie des activités, des sites, etc. sont accessibles à Marrakech et visitables. C'est très important. Il y a une communication qui est déjà en route envers tous nos partenaires à l'international avec des campagnes sur les réseaux sociaux pour donner la vraie information à l'ensemble des clients, parce qu'aujourd'hui nous avons des marques, des brands internationales qui communiquent elles-mêmes sur la base d'informations vérifiées que nous communiquons à nos partenaires. Donc il faut se baser sur les éléments qui sont communiqués par des sources fiables sur le fait que Marrakech aujourd'hui, comme Agadir, comme Fès, comme Tanger, comme Casablanca, comme Taroudant, c'est des zones qui sont visitables. Et puis mon dernier mot, ce serait, si on veut vraiment aider ces populations, venons leur rendre visite et venons soutenir cette économie touristique dans ces régions qui sont tellement tributaires de cette économie. Et ça s'applique aussi au tourisme national. Oui, les vacances d'octobre vont être intéressantes. Inch'Allah. Merci beaucoup, Wissal Gharbaoui. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme, Monsieur le président de la Fondation nationale des tourismes, des musées, Mehdi Qutbi. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité et de nous avoir réunis. Marhaba, Rachid Boufous, toujours dynamique. Et on apprend beaucoup grâce à votre connaissance du sujet que vous ne maîtrisez que si bien. Merci à vous. Et encore une fois, une pensée à toutes les victimes et pensée à donner sur notamment ce compte spécial qui a été créé pour récolter vos dons. Ils en ont besoin. Ces populations ont besoin de vos dons. Ce compte 126, donc, qui a été créé par Banque El Maghreb, il y a certaines banques même qui vous proposent de faire vos dons directement sur les applications. Faites-le. Tout don sera bénéfique. Merci. Bonne soirée.